Et j'accueille sur ce plateau mes débatteurs, mes duellistes du dimanche. Bonsoir Jérôme Gage. Bonsoir. Député socialiste de l'Essonne, merci d'être avec nous ce soir. Et bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Comme chaque dimanche, maire de Béziers. Messieurs, je voudrais qu'on commence par l'hommage qui a été rendu ce matin à Dominique Bernard, professeur assassiné il y a un an, jour pour jour. C'était à Arras par un ancien élève radicalisé. Dans quelques jours, c'est la mort de Samuel Paty qu'on commémorera. Robert Ménard, est-ce que les leçons de ces drames ont été suffisamment tirées, selon vous ? Ça dépend où. Je pense que dans les établissements, enfin, je l'espère, dans les établissements scolaires, je pense qu'on prend au sérieux ce qui se passe, même si c'est pas exactement de temps en temps ce que je souhaiterais, mais le pas de vague, je pense que c'est moins de... Il y a moins de pas de vague. Ouais, il me semble. Enfin, moi, je le vois chez moi, je le mesure. Ensuite, quand j'entends nationalement le chef de l'État expliquer encore une fois au même moment, vous avez vu, il a eu les mots forts pour ça, et en même temps expliquer qu'il faudrait désarmer Israël face aux deux groupes terroristes. C'est l'islamisme. C'est pas exactement les mêmes sujets. On va aborder cette question, Robert Ménard. C'est pas exactement les mêmes sujets. Mais l'islamisme en France, tu le combats partout. Tu le combats pas qu'en France. Tu le combats à Gaza. Tu le combats dans le monde entier. Et là, je pense qu'il y a une espèce de schizophrénie, si vous permettez. Jérôme Gage. Moi, j'espère aussi que les choses ont changé, notamment depuis la mort de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Parce que Samuel Paty, entre le cours qu'il donne, je crois, le 9 octobre 2020 et le 16 octobre, il y a manifestement une grande défaillance de la chaîne de protection qui aurait dû se mettre en place. Là, pour le coup, le pas de vague est exprimé, pas forcément du point de vue de la principale du collège de Conflans-Sainte-Honorine, mais de toute la hiérarchie. Il faut se rappeler qu'à l'époque, et d'ailleurs, Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, sort ces jours-ci un livre qui raconte, elle publie le cours de Monsieur Paty, et elle raconte très bien comment les choses se sont passées. C'est-à-dire qu'il y a un signalement à établissement, et qui est mis en cause, non pas la menace extérieure, mais le professeur pour le cours qu'il a fait et qui s'inscrit parfaitement dans le programme de l'Éducation nationale. Donc depuis ce moment-là, on l'a vu notamment l'année dernière au moment du lycée Maurice Ravel, on le voit aujourd'hui à Tourcoing. Moi, je me félicite que la machine éducation nationale dise clairement les choses. Après, on a un autre problème, il faut pas l'éluder, c'est la perception de la notion de laïcité par les élèves eux-mêmes. Le fait que l'idée de laïcité continue à être perçue par une grande partie des élèves au nom du principe un peu fumeux de respect et de tolérance. Il faut pas offenser les religions et donc laisser faire. Donc, en fait, moi, je plaide pour qu'il y ait un discours positif sur la laïcité, qu'on rappelle que la laïcité, c'est une loi de protection pour celui qui croit comme pour celui qui ne croit pas, sans aucune pression. Et là, on a encore un peu de travail dans le contenu programmatique et dans l'intensité des cours qui sont donnés. Moi, il y a un truc, alors peut-être c'est une idée un peu simple, donc un peu conne, que je vais donner là, mais aujourd'hui, enfin, je sais pas, moi je suis vieux, quand un mec se comportait mal au lycée, au collège, on le virait pas. On le faisait venir encore plus souvent. Moi, je suis sidéré qu'il y a encore des gens enfin, il y a des gamins au lycée, au collège, chez moi comme partout ailleurs, qui sur les problèmes de laïcité se comportent, enfin, on n'a rien à braire et défendent au nom de, du respect des religions, ont des choix qui sont inadmissibles. Pourquoi ces gamins-là, au lieu de leur dire tu dégages pendant 48 heures, tranquille, relax, à la maison. Tranquille, relax. Pardon Robert Ménard, mais en même temps, vous seriez peut-être le premier à dire s'il n'était pas viré ou renvoyé, qu'il y a une forme de laxisme. Attendez, est-ce que je peux dire si c'est pas exact? Écoutez juste ce que j'essaye de dire jusqu'à la fin. Ce que je dis, si le mercredi après-midi, au lieu de le renvoyer pendant 48 heures à la maison, tu dis tu reviens et pendant 4 heures on te fait bosser sur ce que vous venez de dire, Monsieur Gage, sur lequel je suis absolument d'accord, vous avez compris. Peut-être que ce serait une réponse où ils n'auraient pas l'impression que finalement ils ont rien à perdre en se comportant comme des sagouins, ce qu'ils font régulièrement. Non, mais je trouve intéressant qu'on parle beaucoup de laïcité là, parce qu'il y a, en fait, dans le discours politique, un problème. C'est que tout le monde est d'accord
dans la pétition Mais de on, principe. mais on parle pas des mêmes choses. Alors, Mais tu vois. il n'y a pas les réponses opérationnelles. La laïcité, ça doit être aussi une politique publique de la laïcité, c'est-à-dire des outils juridiques, organisationnels, financiers. Ça suppose déjà qu'on n'en fasse pas le glaive pour stigmatiser telle ou telle religion. Non, mais enfin, Jérôme Je le redis, euh, à chaque fois que j'entends, ouais. venant notamment de l'extrême droite, de dire la laïcité, c'est l'outil pour aller taper sur les musulmans, c'est pas comme ça qu'on rend la laïcité désirable. La laïcité, non mais j'ai pas parlé de vous. Ne réagissez pas. J'ai bien dit l'extrême droite. Vous réagissez. Mais je réagis pas, je dis... Je vous dis, c'est pas un outil de stigmatisation d'une religion, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est un outil de protection. Mais voilà. je suis absolument... Donc, et ça suppose qu'on se donne les moyens de le rendre opérationnel. Vous avez absolument raison, je dis pas ça. Je dis en même temps, les islamistes utilisent exactement ce que vous venez de dire, ce que vous venez de dénoncer en me disant, dès que tu leur dis, ah oui, mais la baya, on n'en veut pas, mais on fait ça. Mais tu stigmatises l'islam. Moi, je stigmatise jamais l'islam. J'ai aucun problème. Je combats l'islamisme et j'ai le plus grand respect pour l'islam. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Toute la question... Donc, comme toute religion, elle a le droit à avoir les conditions d'exercice dans le pays. Mais donc, ceux qui instrumentalisent la loi de 1905 pour se dire c'est le glaive pour aller taper les musulmans, ça rend pas les choses faciles. Mais personne ne dit ça. Si, à longueur de journée, c'est ce que j'entends. À longueur de journée, voilà. Et ça. Alors, si je peux juste terminer mon raisonnement et après, on va peut-être être d'accord. On essaie juste de pas trop se parler les uns sur les autres. Non, mais c'est ça qui est sympa quand même. Tout à fait. La discussion est vive, intéressante. Et donc, si on parle de politique publique de la laïcité, ça suppose qu'on se paye pas de mots. Voilà. Et je vais vous prendre deux exemples. En 2021, ça devait être le gouvernement de Jean Castex à l'époque, il crée un comité interministériel de la laïcité. Je trouve que c'est une très bonne idée. On met tous les ministres concernés pour voir dans chaque ministère l'éducation, le sport, la culture, la jeunesse, c'est quoi les actions concrètes qui sont mises en œuvre. Voilà. Le problème, c'est que il s'est réuni en 2021, il s'est jamais réuni en 2022, en 2023, en 2024. C'est-à-dire qu'on s'est pas donné des outils administratifs. Deuxième exemple, c'est les outils juridiques. Les atteintes à la laïcité, c'est en soi une infraction pénale. Et si on dit à quelqu'un... Je précise, Jérôme Guedj, que la ministre de l'Éducation nationale dit dans les colonnes de la Tribune dimanche, ces atteintes à la laïcité d'une année sur l'autre, septembre 2023, septembre 2024, elles ont baissé drastiquement les chiffres. Monsieur Guedj, mais il faut rendre opérationnel le fait que quand quelqu'un dit « je t'interdis de porter le voile » ou « je te force à porter le voile », dans les deux cas, c'est une atteinte à la laïcité. C'est pas une voie de fait, c'est pas de l'incitation à la haine raciale, c'est la violation de l'article 31 de la loi de 1905. Tout ça, ayons des outils juridiques et pénaux de la laïcité. Très bien, on les a, on n'a qu'à déjà les appliquer. Non, ils sont pas appliqués, c'est ça le problème. Ouais, c'est ce que je... Voilà. Putain, on peut finir une phrase. Je dis... Je suis d'accord, on les a, on n'a pas besoin d'inventer autre chose, il suffit de les appliquer. La seule chose que j'essaye de vous dire, et ne vous excitez pas en 2 minutes, je dis juste qu'aujourd'hui, le problème par rapport à la laïcité, c'est pas une lecture qui serait islamophobe du Rassemblement national. Je n'en pense pas un instant. Et on va pas se faire ce faux procès l'un l'autre. Ça me concerne pas plus que vous, les positions du Rassemblement national. C'est pas ça. Le problème, c'est un courant de l'islam qui est islamiste et qui nous pose problème. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que ce courant-là, il est représenté massivement, par exemple, dans la jeunesse musulmane. Moi, je sais pas comment lutter contre ça. Quant à sur les jeunes de moins de, de moins de 30 ans, dans les jeunes musulmans, une majorité qui pense que l'islam, ça passe avant la République et qui couvre l'islamisme dans un certain nombre de situations. C'est qu'on a raté quelque chose immanquablement, vous avez raison. On est là, et je dis, moi, la question que je me pose, je me dis, comment on lutte contre ça? Et quand je pense que vous me faites une espèce d'aparté sur le Rassemblement national, c'est pas la question du Rassemblement national. Dieu merci, ils ont changé. Attendez, laissez-moi finir. Dieu merci, ils ont changé. Aujourd'hui, le Rassemblement national, vous pouvez leur reprocher ce que vous voulez. Moi, je leur reproche une tonne de choses, mais ni ils sont antisémites, ni ils sont racistes de base. Tout ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la France insoumise, et bravo pour vos positions que vous prenez là-dessus. Non, mais je vous le dis. Il vous le fait à chaque fois. Il me le fait à chaque fois, mais ça n'inversera pas les problèmes que je continue à avoir quand j'ai en face de moi dans l'hémicycle des députés dont je sais qu'il y a quelques mois, ils tenaient une librairie négationniste dans le sud de la France. Et donc, arrêtez de me dire qu'il n'y a pas d'antisémites ou qu'il n'y a pas de racistes au Rassemblement national. Il y en a aussi, comme il y en a partout dans la société. Vous êtes têtu comme une mule. Oui. Je vous dis pas ça. Oui. Bien sûr qu'il y en a. C'est résiduel, c'est un problème et vous avez raison de le dénoncer. Pardon, aujourd'hui. Alors, c'est vrai, ce qui vous gonfle. Vous allez me dire l'antisémitisme du RN est résiduel. Non. Attendez. Non.
Il y en a moins qu'avant. Enfin, il faut pas rigoler. Arrêtez de dire des bêtises. Là-dessus, on peut au moins être d'accord là-dessus. Et je vais vous dire, si c'est le cas, tant mieux. Voilà. Mais, parce que moi, je prends partout ça progresse. Attendez, voilà. Messieurs. Et non, je finis là-dessus. Ce qui vous emmerde dans cette histoire, dans la discussion avec moi, c'est que ce soit un mec comme moi qui vous dise que vous avez raison sur la France insoumise. Ce seraient vos copains socialistes, vous diraient, oh, pas de problème. Mais que ce que vous avez pensé qui était un facho... Je suis assez libre d'esprit pour prendre les engueulades et les compliments d'où qu'ils viennent. Voilà. Et la liberté d'esprit, prévaut. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est la France insoumise plus que le Rassemblement national. Même s'il a été longtemps, je vous l'accorde. Non, je vais vous dire... Non, mais parce que je vais pas laisser passer. Et après, on passe à un autre sujet. Je fais pas d'englobage de cette nature. J'ai eu des désaccords et j'ai des désaccords très vifs avec Jean-Luc Mélenchon et une partie de la direction de la France insoumise. Mais fort heureusement, dans la tradition à gauche, il y a celle du combat antiraciste, il y a celle du combat contre l'antisémitisme. Ils sont pas antisémites. Je me plais à espérer qu'en tous les cas, ils n'ont pas cédé à certains des excès que moi j'ai moi-même éprouvé. Un certain nombre de propos tenus par les responsables de la France insoumise, ils sont pas antisémites. Moi, je vais pas vous dire le contraire. Dans certaines situations, j'ai estimé que ça a été le cas. Voilà. Donc on le dit, et on peut se le dire tous les deux. Il faut se dire les choses sans faux semblant, parce que dans ce combat-là, il n'y a pas de posture qui est acceptable. Mais ce que je vous dis là, il n'y a aucun calcul. Je fais pas ça pour vous emmerder, pour que vous disiez quelque chose, vous fâchez à gauche. Je m'en fous éperdument. Mais je me fâche suffisamment à gauche comme ça, vous savez. On est d'accord là-dessus. Messieurs. On y arrive. Décidément, le niveau d'autorité ce soir est proche du niveau de la mer. Mais j'essaye. Parlons du budget, si vous le voulez bien. Robert Ménard, plus de 20 milliards d'euros de hausse d'impôts qui sont présentés dans ce budget 2025. Est-ce que, comme le dit Éric Ciotti dans les colonnes du Journal du Dimanche, c'est un budget socialiste? Sympa pour Éric Ciotti. Non, mais c'est débile de dire ça. Je l'aime bien, Éric. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, c'est un bon mot. Il a dû se dire, ça va être repris de dire ça. Moi, ce que je lui demande à Éric Ciotti, en plus, c'est un mec que j'aime bien, donc ça se pose pas dans ces termes-là. Très bien, très bien. Alors, on fait pas telle dépense, on fait pas telle économie. Qu'est-ce que tu proposes à la place? C'est juste ça. Moi, je me paye une opposition dans mon conseil municipal. Les types ont jamais une idée. C'est-à-dire, ils te reprochent que tu dépenses trop, que tu fais pas assez d'économies. Mais quand tu leur dis, tu les fais où les économies? Il faudra les faire, les économies, quelque part. Il faut les faire, les économies. Sur quoi? Et je balaye devant ma porte parce que, encore là, j'ai trouvé que Xavier Bertrand, tout à l'heure, on a une petite musique un peu différente. C'est pareil, les élus. Tu leur dis, il faut faire des économies sur ta commune. Ah non. Ils nous tapent dessus, l'État, qui commence à faire des économies. Tout le monde devra faire des économies. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, tout est désagréable. On est dans une situation où tout ce qu'on va faire sera désagréable pour quelqu'un. Donc vous soutenez plutôt le budget présenté? Comment vous voulez faire autrement? Vous avez une idée, vous? J'imagine que Jérôme Gage va nous présenter attendez. Moi, je dis, par exemple, pour prendre un exemple, je dis, par exemple, pour les retraités, on pourrait décider... Pour les retraités qui ont le moins d'argent, les 2 millions, je trouve que c'est un vrai argument. Les 2 millions qui sont en gros sous le SMIC et sous le seuil de pauvreté souvent, dire on va pas pour eux reculer l'augmentation des retraites. Très bien. Mais si vous dites ça, Benjamin, il faut que vous dites voilà, ça va coûter tant et je vais le remplacer par des économies ailleurs. Moi, je dirais un exemple, j'ai découvert que c'était pas 65 000 familles, je sais pas si vous avez vu, qui seraient, pour les impôts, vous savez, les plus aisés, les plus riches, ce serait que 23 000 ou 24 000. Il faut expliquer pour ceux qui nous regardent, parce qu'en réalité, c'est un taux minimal de 20%, c'est-à-dire pour ceux qui échappent à l'impôt, l'idée de dire qu'ils doivent être fiscalisés à hauteur de 20% de leur revenu. Peut-être qu'il faudrait plus que 24 000, mais il faut dire quelque chose. Je prends cet exemple pour vous dire juste, tu peux pas chaque fois, et c'est les hommes politiques, c'est la démagogie, mais on est tous tenté par ça, c'est de dire, il faut pas faire ceci, cela. Mais Coco, qu'est-ce que tu fais? Les économies, tu les fais où? Et les dépenses, tu les fais où? Mais tu nous dis quelque chose. Alors, je vais dire quelque chose. Sur ce budget, et Robert Ménard dit, au fond, il n'y a pas trop le choix, il faut soutenir. Non, résume, à peu près ce qui est. Si, il y a d'abord. Résume à peu près ce qui est. On doit pouvoir corriger à la marge. Il n'y a pas le choix. Il faudra faire des choses désagréables pour les uns et les autres. Il n'y a pas le choix pour les habitués de la politique, c'est TINA, there is no alternative, c'est ce que disait Margaret Thatcher en disant il n'y a pas d'autre politique possible. Il y a toujours une autre politique possible, c'est que des choix politiques. En l'espèce, on a deux problèmes. On a un petit problème, c'est dans toutes les têtes, c'est mis l'idée que ce n'est qu'un problème de dépenses. Il y a aussi un problème de dépenses et je l'élude pas. Mais il faut quand même qu'on regarde d'abord, il y a un problème de recettes. Le choix a été fait depuis des années d'appauvrir les rentrées
fiscale et sociale pour les comptes de la Sécu comme pour le budget de l'État, sans se poser la question réellement de si c'était efficace. Si ça avait été efficace, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, et si on m'avait fait la démonstration, or ce n'est pas le cas, et je lis toute la littérature économique, que ceux à qui ont les 300 000 ménages qui ont été bénéficiaires de la suppression de l'impôt de solidarité, si on m'avait fait la démonstration que cet argent-là, ils l'avaient réinjecté, comme c'était le fameux ruissellement, dans le tissu économique, des PME, le capital risque, etc., j'aurais dit, bon, ok, je me suis trompé, c'est pas ma position, mais ça marche. C'est pas le cas. Le Conseil d'analyse économique, l'Observatoire des prélèvements l'a bien démontré. Il n'y a pas eu de ce ruissellement. Deuxième exemple encore plus massif, sur lequel moi je travaille beaucoup. Le vrai pognon de dingue, vous savez où il est? Il est qu'en 5 ans, on a presque doublé les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, les exonérations de cotisations patronales. On est aujourd'hui à presque 80 milliards d'euros de moindres recettes pour la Sécu. Voilà. Là, c'est pareil. Si on faisait la démonstration que ça sauve des emplois, ça crée des emplois, eh ben c'est pas le cas. Et peut-être sur 10, 15, 20%. C'est intéressant ce que vous dites, voilà. mais moi, juste pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire, vous dites, dans un pays qui a les taux de prélèvement obligatoires parmi les plus élevés de l'OCDE, je crois. Ils sont à redéployer je suis pas forcément pour les augmenter. Oui, je suis pour les réaffecter. Oui, attendez. Là, en l'espèce, et d'ailleurs, ce gouvernement, qui après avoir dit le contraire pendant des années, il va augmenter les prélèvements sur les entreprises en revenant sur ça. Et j'élude pas la question de la dépense. Je suis pas un dogmatique. On en parlera dans un instant. Mais moi, j'essaie de pas être dogmatique. Monsieur Gage, qu'on prélève pas plus d'argent sur les gens riches, à droite, vous savez, dès que tu dis ça, ils sautent au plafond, il faut pas le faire. Je suis d'accord avec vous. Moi, vraiment, qu'il y a, alors, je sais plus si c'est 300 ou 400 entreprises à qui on demande, les plus riches, un peu d'effort, honnêtement, ça m'empêche pas de dormir. Qu'on fasse la même chose avec, vous avez compris, les fortunes, les gens qui gagnent, quand tu gagnes, non de Dieu, plus de 500 000 euros par an, ça va, tu fais un effort pendant... Moi, ça me choque pas, et c'est pas parce que la gauche est souvent porteur de ça que je trouve que c'est scandaleux. On pourrait ajouter les super profits que quelques grandes entreprises ont fait en profitant de l'inflation. Oui, mais il y a de la marge, on est d'accord. Mais il y a de la marge. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En même temps, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. C'est un peu le même raisonnement, vous savez, que, par exemple, le Rassemblement national, regardez, pour prendre un autre exemple, qui dit, on va faire des écoles, allez, on lutte. Oui, sur la fraude, l'immigration et l'Union européenne. Voilà. C'est toujours le chiffon rouge habituel. Les trois. Tout est là. Oui, je suis d'accord. Il faudrait moins payer à l'Union européenne, comme si c'était pas un avantage d'y être aussi. Il faut arrêter d'être bêtises. Il y a des retours, en effet. Attendez, comme si l'immigration, et moi je suis pour une restriction, vous le savez, je l'ai dit 10 fois, 100 fois, une restriction draconienne sur l'entrée d'un certain nombre de gens. Mais l'immigration, c'est pas elle qui explique à elle tout seule les difficultés qu'on a. Moi, ce que j'ai... Merci de le reconnaître, parce que parfois... Non, mais je le dis... Voilà. Mais voilà, vous avez compris. Il faudrait juste qu'on se dise, une fois qu'on a dit qu'on exclut l'hypothèse, il faut faire payer toujours plus les riches comme si ça suffisait à régler les problèmes. Ou de l'autre côté, il suffirait de sortir de l'Union européenne ou de payer moins l'européenne et de avoir moins d'immigrés pour régler tous les problèmes. On sait, vous et moi, que ça suffit pas. Il faut faire sûrement un et l'autre, mais il y a d'autres choses et les autres choses, elles sont plus douloureuses pour tout le monde. Juste une question avant de parler précisément des dépenses sur la responsabilité de la situation aujourd'hui, parce qu'on entend des choses. Il y a tout à l'heure le ministre de l'économie et des finances qui semble pas favorable à l'idée qu'il y ait une commission d'enquête sur comment on en est arrivé là, et en même temps une forme de pudeur sur les responsabilités. C'est ses copains. Bah oui. Attends. Mais est-ce qu'il faut une commission d'enquête? Est-ce qu'il faut faire la transparence sur ce qui s'est passé ces dernières années pour qu'on en arrive là? Franchement, à tout le moins, ne serait-ce pour pas que ça se reproduise. Parce que là, on a eu une période d'énorme flottement quand on voit ce que Bruno Le Maire disait au moment de ses vœux au début de l'année, au moment du débat budgétaire l'année dernière, j'en ai parfaitement le souvenir, et puis ce qu'on a compris être une sorte de déni de la réalité et d'absence d'information qui a été donnée aux uns et aux autres. Et la dissolution, en plus, est venue rajouter 3 mois de lévitation absolue, ce qui aboutit à cette situation absolument inédite. Donc oui, moi je suis favorable. C'est mon collègue notamment Philippe Brun à la commission des finances, député de l'Eure, qui l'a dit. On peut transformer la commission des finances en commission d'enquête pour, dans les jours qui viennent, pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé pour pas le reproduire. Je suis d'accord avec vous. Il est un peu facile de dire, écoutez, on va plus s'occuper du passé, on va regarder le futur. Ça, surtout, vous avez vu, Robert Ménard et Jérôme Gage, cette phrase sibylline de Bruno Le Maire. La vérité apparaîtra... La vérité, on va la voir apparaître à l'écran, finira par apparaître. On dirait finira par éclater ou par apparaître? Non, finira par apparaître, je crois.
La vérité apparaîtra plus tard. Non, mais écoutez, c'est ce qu'il y a nos on va confrères pas de devenir France 2. aucun des trois complotistes tous les jours. Mais moi, j'ai pas fait l'ENA, je suis pas un spécialiste d'économie, mais quand même, en décembre, ce que vous disiez, 4% nous annonce de déficit. 4-4, on termine à 6-1, il y a un problème. Et au milieu, à 5-1, Ouais. tu te dis, je sais pas, moi, je suis pas un grand spécialiste, mais eux, c'est juste leur job. Leur job. Comment on peut se tromper à ce point-là? Est-ce que, je crois pas, j'espère que c'est pas, j'imagine pas que ce soit un complot, mais qu'on te raconte des cracks pour pouvoir, en gros, pas s'inquiéter avant les élections. Entre-temps, il y a eu des élections quand même. Et qu'avant les élections, on s'arrange avec la vérité pour pas choquer tout un tas de gens et les inquiéter, bien sûr. Et moi, ça me choquerait pas ça me choque pas, je souhaiterais qu'on s'interroge là-dessus, même si une fois qu'on a dit ça, il faut voir ce qu'on va faire maintenant. Mais quand même qu'on s'interroge sur ça, oui, ils ont tort. Et le ministre, il a tort. Mais enfin, c'est ses copains. Attends, le type, il était macroniste, c'est ses copains oui, il est qui toujours, nous ont raconté des cracks manifestement. Il est ministre, il va pas leur dire ça. J'ai cru comprendre, vu comment ça tire à vue à l'intérieur de, comment il faut appeler ça désormais, le socle commun, c'est l'expression. Que toutes les, comment dire, les délimitations et la tectonique des plaques, ça veut plus dire grand-chose. Moi, je suis frappé. On va débuter le débat budgétaire cette semaine. Moi, je suis à la commission des affaires sociales sur le budget de la Sécu, d'autres. Et franchement, les lignes de séparation sont illisibles entre ceux qui veulent pas toucher à l'augmentation des impôts, ceux qui sont prêts à l'accepter, ceux qui sont prêts à ne pas revenir sur certaines dispositions. Vous évoquiez tout à l'heure l'indexation la désindexation pour les retraités. Enfin, moi, c'est ce qui me fait le plus mal au cœur. C'est-à-dire que on a voté, on a fait passer par 49.3 une loi qui devait garantir le pouvoir d'achat des retraites. Et la première année de l'application, quasiment, on va pénaliser 17 millions de retraités. En moyenne, c'est 250 ou 300 euros qui vont perdre sur les 6 premiers mois. Et pour des retraités, ces 300 euros, ça compte notamment pour payer la cotisation à la mutuelle. Pas pour tous les retraités, peut-être. Alors c'est là que je suis d'accord. D'ailleurs, ce que vous avez dit tout à l'heure, vous savez quoi? C'est un amendement que je vais déposer. Ce qu'on appelle un amendement de repli. Pour dire au moins, il faudrait pas que ça pénalise les plus modestes des retraités et que si on doit. Mais sauf qu'il n'y a pas le même rendement. Et que donc il faut aller chercher d'autres mesures. Bien sûr. Donc il faudra trouver d'autres mesures. Ce que je veux dire, on les trouve notamment sur les exonérations de cotisation. Si la politique c'était 5 minutes où on pouvait s'écouter, moi j'écoute, voilà, regardez sur ça, on pourrait dire qu'on est d'accord sur le faire. Mais non, d'un côté, t'en as qui disent « Oh, il faut toucher toutes les retraites », d'autres aucune. C'est peut-être le bon sens, il est au milieu de temps en temps. Je retiens que l'amendement que vous porterez est défendu par Robert Ménard, peut-être. Il vous a pas échappé que je ne suis pas député, mais s'il y avait un amendement, bien sûr, je le voterai. Vous le voterez. C'est pas parce que c'est la gauche. Sur la question des dépenses, il y a un élément qui fait beaucoup réagir Robert Ménard, Jérôme Guedj, c'est la question du budget des institutions et notamment de l'Élysée, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Plus 3 millions d'euros pour une hausse de 2,5% à l'Élysée. Pour les assemblées, c'est plus 1,7%. Regardez ce qu'en dit par exemple la présidente de la région Île-de-France. Petit mouvement d'humeur matinale, les dotations des régions vont baisser en 2025 de 5%, mais on apprend que les budgets du Parlement et de l'Élysée augmenteront. Avec 41 ministres au gouvernement, elle est où la République exemplaire? Honnêtement, ils se foutent de la gueule du monde, là, quand même. Tu peux pas à la fois demander des économies. Attendez, c'est pas que l'Élysée, c'est l'Élysée, l'Assemblée nationale et le Sénat qui augmentent leur budget. C'est incompréhensible. J'ai vu que le ministre tout à l'heure, il a quand même pas défendu. C'est indéfendable. Même, attendez, c'est vrai que c'est symbolique. Il a raison de dire, on parle de millions, de centaines de millions et pas de milliards. Mais quand même, tu peux pas demander des économies aux gens. On en parlait tout à l'heure sur les retraités, même. Et tu dises, ah non, le train de vie de l'Assemblée nationale, ah non, le train de vie du Sénat, ah non, le train de vie du président de la République, on n'y touche pas. C'est impossible. C'est impossible si chacun ne balaie pas un peu devant notre porte. Moi, c'est pour ça que je dirais jamais, il faut pas que dans les mairies, on fasse des économies. Bien sûr qu'il va falloir en faire des économies. J'ajoute juste, c'est pour énerver mon interlocuteur. Non, je plaisante. C'est une plaisanterie. Cette semaine, je suis inénervable. Voilà. Plus rien ne peut me mettre à bout. Voilà. Je peux me permettre tout, mais c'est aussi stupide que d'augmenter la ME. Je veux dire, tu peux l'aide médicale d'État. Je me demandais à quel moment ça allait venir, mais
enfin, Robert Ménard, personne ne propose d'augmenter l'AME. Elle va augmenter, elle passe d'1,3 million à 1,2 million. 1 milliard. 1,3 milliard, d'un milliard 2 à 1,3 milliard. Et Vous voulez dire en termes de budget, mais on va pas mieux rembourser. Non, mais en termes de C'est la budget. dynamique. Oui, c'est la dynamique, mais on va pas mieux rembourser. Mais tu les soins pour les. Attendez, mais les tu peux étrangers, pas c'est dire, illégal. tu peux pas dire aux gens, on va faire des économies sur tout le monde et dire, on va pas faire des économies là-dessus. C'est ce que je veux vous dire. Je rigole quand je dis, vous avez bien compris, je le prends pas, c'est pas une provocation. Je pense, mais je le pense sincèrement. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que c'est incompréhensible. Les budgets de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Élysée, il faut pas les augmenter, il faut les diminuer pour donner l'exemple. Et l'AME, pardon, il faut pas l'augmenter. C'est impossible. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Et les histoires de, je sais pas quoi, d'épidémie et tout, c'est des conneries. Bon, on peut, sur ces deux sujets, les budgets des assemblées ou l'aide médicale d'État, considérer que c'est l'alpha et l'oméga de l'équilibre budgétaire de la France. C'est pas le cas. Les deux ont des fortes charges symboliques. Je vais pas vous dire le contraire. Mais ça existe. D'un côté, c'est les politiques où on se dit, eux, pourquoi ça continue à progresser, et de l'autre côté, vous illustrez le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous dites, c'est encore un problème autour de la question de l'immigration. Donc moi, je veux bien qu'on regarde les deux sujets. Sur ce cas-là, on peut s'entendre pour dire qu'aujourd'hui, augmenter l'aide médicale d'État, vous savez quoi, c'est Robert Ménard, non mais optiquement, dans le budget, on peut mettre le même budget pour l'aide médicale d'État, le laisser à 1,2 milliard, sauf qu'on sait que il y a forcément une augmentation qui est attendue et que en cours d'année, ce sera complété. Voilà, donc c'est bien pour ça, puisque vous me tendez la perche, qu'il y a un certain nombre de remboursements de l'aide médicale d'État, et c'est pas une atteinte aux droits de l'homme, à l'état de droit. Vous voyez, ce qui est dommage, moi je veux bien qu'on parle à chaque fois qu'on se voit ici de l'aide médicale d'État, mais il parle des économies. On ne parlait pas d'aide médicale d'État. Non mais voyez, prenons cet exemple-là. Attendez, on va s'arrêter sur des économies qui en réalité ne sont pas des économies, c'est un ralentissement de l'augmentation des dépenses. Moi, j'ai l'honnêteté de dire que les dépenses d'assurance maladie seront plus importantes en 2025 qu'en 2024. Simplement, ils vont ralentir le rythme. On est autour de 300 milliards. Donc, vous voyez que le milliard de l'AME sur le 300 milliards, c'est quand même pas grand-chose. Je préférais qu'on parle plutôt de l'efficience des dépenses d'assurance maladie, du fait qu'on a de la pluralité d'ordonnances, d'éléments de diagnostic qui sont commandés, des médecins eux-mêmes qui disent, par exemple, sur les fameux arrêts de travail et les indemnités journalières, que plutôt que de baisser les plafonds, confions au médecin conseil, c'est-à-dire de la sécurité sociale, qui est un corps qui devient de plus en plus moribond à l'intérieur de la sécurité sociale pour s'assurer de la pertinence des arrêts de travail qui sont décidés par des médecins. Moi, je préfère qu'on fasse ça. On se pose la question de l'efficience de la dépense d'assurance maladie. Voilà. Et ça a un rendement bien plus important que l'histoire des dépenses de l'Élysée que je suis pour contenir aussi, ou de l'AME qui de toute façon sera dépensée. Monsieur Gage, on peut parler d'un et l'autre. Par exemple, sur les arrêts de travail. Sur les congés maladie. C'est un vrai problème, y compris comme maire, je le vois. Ils ont augmenté. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce que le public soit dans les mêmes règles que le privé. Sur les délais de carence. Sur les délais de carence. Oui, mais avec une différence, c'est que, je suis d'accord avec vous, mais admettons même, dans le privé, c'est couvert par la couverture complémentaire et prévoyance, qui n'existe pas dans le public. Donc, si vous voulez faire la même chose, il faudra augmenter vos cotisations de prévoyance qui viennent juste d'être mises en place. Donc vous voyez. Non, c'est pas exactement. Vous vous trompez là sur ce dossier. Mais allez-y. Parce que les prévoyances, elles protègent pas de ça jamais. Elles protègent au bout de 3 mois. Mais non. Non, j'ai pas dit. Ok, pas les prévoyances. Alors les contrats de complémentaire santé qui couvrent dans le privé les premiers jours de carence. Ce que je veux vous dire, on peut s'entendre, on peut dire il y a l'un et l'autre. Moi, je suis donc pour que ce soit les mêmes délais de carence pour les uns et les autres. Et je suis d'accord avec vous. Comment se fait-il qu'on n'arrive jamais à mettre en cause certains médecins, parce qu'ils existent, qui délivrent des arrêts maladie de compléments. Toujours les mêmes. Et quand vous les faites contrôler... Ça, c'est les médecins conseils de la CEPAM qu'il faut renforcer. Alors, attendez. Il y a 10 ans que je suis maire. Je n'ai pas vu un de ces médecins dont on dit contrôlez-le, qui sont marginaux chez les médecins, mais qui font du mal à la profession. Mais je ne les ai jamais vus mis en cause par un autre médecin, fût-il celui de la sécurité sociale. Vous voyez, on est parti de l'AME, je préfère qu'on parle de mais la on médecine parle des deux. Voilà. Mais on peut parler des deux, c'est pas possible. On parle de tout. Si
Non, mais notamment, ils veulent parler que d'une partie des choses. Notamment de ce que dit la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. C'était ce midi dans l'émission de BFM Politique présentée par Néla Latrousse. Et elle fait cette annonce sur la possibilité d'un texte sur l'immigration en début d'année prochaine. Écoutez. Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions qu'on présentera, ces propositions législatives, plutôt en début d'année 2025. Et on ne s'interdit pas, au sein de ces propositions législatives, d'y mettre d'autres dispositions qui, encore une fois, nous apparaîtraient au sein du gouvernement et avec les discussions qu'on aura avec les groupes parlementaires comme utiles pour protéger les Français. La 31e loi à venir en 40 ans, c'est vraiment utile ou pas? Attendez, j'en sais rien, je sais pas. Moi, par exemple, sur les centres de rétention administratifs, ce n'est pas possible que des gens soient libérés comme ça s'est passé. Moi, je pense qu'il faut prolonger ça. Je sais pas s'il faut une loi pour ça. Vous avez l'air de dire que oui. Honnêtement, vous êtes député, je ne le suis pas, donc je ne m'aventure pas là-dessus. Sur ça, il me semble qu'on pourrait être tous d'accord pour dire qu'un certain nombre de gens qui ont violé, dans le cas présent, qui avaient déjà violé une jeune femme, au bout de 90 jours, ils puissent pas sortir. Robert Ménard, dans le cas d'espèce de Philippines, il n'était pas allé au bout des 90 jours dans le centre de rétention. Il était libéré au bout de 60 jours. 75 jours. 75 jours, oui. Je pense qu'il faut le prolonger. 2, il faut, comme dans un certain pays, qu'on n'ait pas besoin de saisir le juge des libertés tous les 15 jours. Parce c'est ce que propose par exemple Patrick Stéphanie. Attendez, on le saisit au bout du 4e jour, au bout du 30e jour, au bout du 60e jour et au bout du 75e jour. On me dit que les magistrats, vous savez, ils ont beaucoup de boulot. Peut-être qu'on pourrait ne pas faire ça. Je vous signale que l'Allemagne, qui est pas une dictature, c'est 2 fois plus et il n'y a pas tous ces contrôles. Je pense que oui, elle a raison. S'il faut une loi pour faire ça, mais peut-être que ça peut... Non, vous dites qu'il faut une loi, donc votons une loi sur ça. Et je pense que tout le monde pourrait être d'accord là-dessus. C'est du bon sens. 80% des laissez-passer consulaires qui sont le point de blocage pour permettre la reconduite à la frontière d'une personne qui est sous OQTF sont délivrés dans les premières semaines de la rétention administrative. Et donc, l'allongement des délais ne permettra probablement pas d'améliorer le taux d'exécution des reconduites à la frontière. Première remarque. Deuxième remarque, il faut distinguer les personnes sous reconduite à la frontière parce qu'elles ont eu une condamnation pénale parfois lourde, et c'était le cas du meurtrier de Philippines. Et là, le problème, c'est pas la durée du centre de rétention administrative, c'est un problème de dysfonctionnement majeur. C'est pourquoi sa reconduite n'a pas été organisée au moment où il était sous main de justice, c'est-à-dire incarcéré. Donc il n'y a pas besoin de loi, Jérôme Guedj ? Moi, je suis ouvert à toutes les améliorations législatives. C'est mon travail de parlementaire, et je le fais comme républicain conséquent. Simplement, sur ce sujet-là, je vois une chose. Je vois la dernière loi d'immigration, vous savez ce qui s'est passé ? Il s'est passé des parlementaires qui délibérément ont voté des dispositions pour satisfaire l'opinion publique ou une partie d'entre elles dont ils savaient qu'elles étaient anticonstitutionnelles. Donc là, on était dans le déni démocratique absolu. Et là, je me retrouve avec Maud Bréjon et tous ceux-là qui viennent faire preuve, malheureusement, d'allégeance au Rassemblement national qui leur a dit s'il n'y a pas de loi sur l'immigration, alors on censure et on va vous faire sauter. Et ça, c'est dramatique, je vais vous dire. D'abord, ce gouvernement sous influence et sous surveillance. Je me fous de mais c'est ça l'objectif. Je préférais qu'on regarde efficacement qu'est-ce qu'il faut faire, plutôt que de jeter en pâture, on va faire une loi et comme ça le RN sera content. Réponse de Robert Ménard. Vous me laissez finir là-dessus. Toujours. Mais attendez, je me fous de savoir si ça fait plaisir au RN ou pas. Je m'en contrebalance. Ce que je pose, la seule question, est-ce que oui ou non, on a besoin de modifier les conditions de détention et la longueur de la détention pour les gens qui sont en rétention, dans les comités, dans les centres de rétention administrative? Je pense que oui. Vous avez raison de poser 2 autres questions. Une que vous posez pas. Est-ce qu'on a assez de centres de rétention administrative? Non, on n'en a pas. Et regardez, pour vous dire que j'essaye de... Il y a 1800 places en centre de rétention, il y a 100 000 OQTF, donc il faut en faire combien des centres de rétention? Il faut peut-être faire moins d'OQTF, mais il faut construire des centres de rétention administrative. Pour aller dans ce sens, le Rassemblement national et contre tous les maires du Rassemblement national, tous les maires, j'essaye d'être un peu plus nuancé que vous sur toutes ces questions-là. Tous les maires du Rassemblement national ont refusé qu'on construise des centres de rétention administrative chez eux. Je vous signale que j'ai dit oui parce que je peux pas vous dire ça là et puis dire non.
Je dis ça. Comme souvent les maires LR qui refusent de construire des prisons chez eux. Voilà. Et les maires de gauche, et les maires moi, de gauche. je l'ai vu à la région Île-de-France. Et les maires de gauche, on n'en parle même pas. Alors, vous pourriez le dire en même temps. Chacun pourrait dire, de mon côté, la duplicité est incroyable. Ensuite, oui, combien? Il y a 7% aujourd'hui d'OQTF qui sont effectués à peu près. Oui. On doit être après, là. Il y en a 13 000 sur les 140 000. Oui, voilà, donc, un peu en dessous de 7%. Allez, un peu moins. On va pas pinailler. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Je le rappelle chaque fois, mais il faut le rappeler. Il y a combien de temps, Monsieur Macron qui disait 100%. nom de Dieu, il n'a pas dit nom de Dieu, 100% Nom des de OQTF. Enfin, comment tu peux dire... Si on arrêtait de dire des conneries comme ça, si on arrêtait... Vous savez quoi, on va essayer de trouver un point de consensus. Des slogans. Plutôt que de nous dire là comme ça, on va faire une loi, faites confiance aux parlementaires. Désignez des parlementaires en mission pour faire un diagnostic objectif, circonstancié des dysfonctionnements de la loi. Et moi, je vais vous en trouver que la politique de l'immigration, elle reste pilotée par le seul ministère de l'Intérieur, c'est une erreur. Parce que la politique d'immigration, ça concerne le ministère du Travail, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères. Donc moi, je suis prêt à réfléchir sur l'efficacité de la politique d'immigration de manière pragmatique et pas en agitant le chiffon rouge comme c'est fait aujourd'hui. Alors, un conseil, si je peux me permettre, c'est une très bonne idée, à condition de ne pas avoir certains a priori en se disant « ça, c'est une mesure, elle est soutenue par le RN, donc c'est un problème ». Si elle est soutenue par le RN et qu'elle est juste, elle est juste, c'est tout. Mais si elle est soutenue par vous, moi je vote pas pour vous, je voterai pas pour vous demain. Enfin, je vote pas pour les socialistes. Non, mais c'est pas l'occasion, je suis pas dans sa circonscription. Je vote pas pour la gauche comme ça. Vous serez peut-être candidat à une élection nationale. On verra, il l'a pas dit là. Vous êtes candidat, vous aussi à 2 Non mais c'est bon, ça suffit. Il a déjà Xavier Bertrand ce soir comme scoop, donc on va pas lui. Mais vous avez compris. J'essaye juste de ne pas juger l'opportunité des mesures à qui la propose la mesure. Mais c'est tout. Messieurs, il nous reste quelques instants. Je voudrais qu'on aborde une dernière thématique, thématique internationale. La semaine a été marquée par la suite de la polémique sur les propos tenus par le président de la République sur la position de la diplomatie française vis-à-vis d'Israël et notamment sur la question de l'exportation des armes. Vendredi à Chypre, il a réitéré son appel à cesser les exportations d'armes sur les théâtres de guerre. Il visait la bande de Gaza et le Liban. Robert Ménard, est-ce qu'il a raison? Lui dit, on peut pas à la fois appeler à un cessez-le-feu et en même temps continuer d'envoyer des armes. Quelle honte! Mais là, je pense qu'on va être à peu près d'accord sur cette question-là. Il n'y aura pas de grand débat. Quand même, c'est le même Emmanuel Macron qui, combien de temps, je sais pas, quelques jours après le 7 octobre, vous rappelez, va en Israël et explique qu'il faut une coalition internationale comme contre Daesh et qu'il va falloir défendre Israël. Et aujourd'hui, alors qu'Israël est attaqué au nord et au sud, il ne trouve rien d'autre à dire. Au moment où l'Iran rêve d'une seule chose, de supprimer Israël de la carte, le même chef de l'État, la seule chose qu'il trouve à nous dire, c'est il faut désarmer Israël. Mais enfin, il n'a pas... Au Liban et à Gaza, pas dans l'absolu. Non, Dieu merci, je vois pas très bien en quoi il est désarmé. Attendez, mais bien sûr. Enfin, attendez, vous imaginez, il a des paroles plus dures sur Israël qu'il ne les a sur le Hezbollah. Il demande aussi que le Hezbollah cesse de bombarder Israël. D'accord, il commence par... Attendez, mais moi je renvoie pas dos à dos Israël et le Hezbollah. Je ne renvoie pas dos à dos un État démocratique et une organisation de terroristes. Je crois pas non plus que ce soit ce que fait le président. Il fait quoi quand il choisit de dire en ce moment-là, qu'il faut ne pas fournir d'armes, d'ailleurs qu'on fournit pas à Israël, donc c'est de la pure rhétorique ou de la pression sur les Américains. Son influence étant ce qu'elle est, tout le monde s'en contrôle. Sur ce sujet. Je vais essayer d'avoir le courage de la nuance. Si tous les belligérants dans la zone déposent les armes, à commencer par ceux qui ont commencé les hostilités, et en effet, le 7 octobre, les hostilités ont débuté par l'attaque du Hamas, qui a immédiatement été suivie par des tirs de roquettes venant du Hezbollah dès le 9 octobre, dès le lendemain. Pour autant, je le dis, moi je suis un défenseur de la paix. Et donc, à un moment donné, si on veut réellement qu'Israël entende cette aspiration à la paix, il faut que dans le concert diplomatique, les uns et les autres puissent lui dire, il faut que vous cessiez l'intensité de la riposte que vous êtes amené à faire. Mais certainement pas de désarmer. Voilà, parce que il y aurait quelque chose... Je ne veux pas reprendre une formule un peu lapidaire, mais si le Hamas dépose les armes, comme le Hezbollah, il y a la paix. Si Israël dépose les armes, il n'y a plus d'Israël dans cette configuration. Moi, je suis prêt à toutes les reconnaissances. Le jour où ceux des pays
alentours qui n'ont toujours pas reconnu l'existence d'Israël. C'est le cas du Liban, c'est le cas de la Syrie, c'est le cas d'autres pays de la région. La paix a été faite avec la Jordanie et avec l'Égypte. Le jour où on aura tous les pays qui n'ont pas reconnu le droit à l'existence de l'État d'Israël qui le font, c'était la démarche des accords d'Abraham, alors on va dans la bonne direction. Mais pour l'instant, il faut une désescalade. Moi, je pleure chacune des victimes civiles hier en Israël, aujourd'hui à Gaza ou au Liban, incontestablement, parce que on peut jamais se réjouir, évidemment, des ravages d'une guerre, mais il faut pas qu'on soit dans une sorte de surenchère et de délégitimation d'Israël dans le contexte. Mais je veux ne pas être... Moi, les choses sont claires. Moi, je suis un soutien inconditionnel du droit à la sécurité d'Israël et je suis un adversaire résolu de Benyamin Netanyahou dans un certain nombre de ses choix de politique, diplomatiques ou militaires. Et je veux pouvoir dire ça avec cette nuance-là sans qu'on soit invectivé en disant vous êtes un soutien inconditionnel de ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas le cas. Je suis un militant de la paix depuis toujours. Monsieur Gage, je suis d'accord avec vous et je ne ferai pas une critique de ce que vous dites. Je sais trop la sincérité de ce que vous dites pour le mettre en question. Simplement, je trouve qu'aujourd'hui, vous savez, moi depuis des années, des dizaines d'années, vous savez, la politique arabe de la France, vous vous rappelez cette invention, à un moment donné, tu renvoies pas dos à dos les uns et les autres. Et aujourd'hui, moi j'étais à la synagogue hier à Béziers, avec ma petite communauté juive chez moi. Ça, c'est une atteinte à la laïcité dans ma lecture des choses, mais on peut avoir le débat un autre jour. Je m'en contrefous tellement de cette atteinte à la laïcité qu'un certain nombre de fêtes juives se font dans mon hôtel de ville, que la crèche. Mais c'est un autre débat. Mais je l'ai avec des maires de toute sensibilité. Ouais. Moi, je suis pour une séparation nette. Les élus ne vont pas s'exprimer dans un lieu de culte. Vous n'allez pas parler à l'église le soir de la Nativité. Quoi? Non, mais je reçois. Pourquoi irez-vous à la mosquée le jour de l'Aïd ou à la synagogue le jour de Kippour? Et la crèche est dans mon hôtel de ville chaque année sur roulette parce que au cas où on a. Oui, mais vous n'allez pas parler à l'église, c'est intéressant. Mais bon, c'est un autre débat. Je veux bien l'avoir. Je l'ai avec des copains maires socialistes de toute sensibilité. Ça me gênerait pas. Pardon, je vous ai interrompu. Je vais à la messe avec l'écharpe tricolore sans aucun état d'âme, un certain nombre de Alors ça, c'est pas ma conception de la laïcité. On n'a pas la même. Et donc, oui, mais sauf que vous voyez, c'est que du coup, quand elle est à géométrie variable, il y en a certains qui peuvent penser. On revient au débat qu'on avait tout à l'heure. Elle est aucunement. Parce que quand on m'invite à la rupture de jeûne à l'Aïd, j'y vais aussi, figurez-vous. Ouais, mais je pense que c'est... attendez, on n'est pas obligé de Les élus ne doivent pas aller à une manifestation religieuse. C'est ma conception un peu intransigeante, mais qui permet après de pouvoir s'exprimer et parler avec les uns et les autres dans un cadre républicain. Dans ma ville, je parle avec les uns et les autres parce que j'applique la même attitude avec les uns et les autres. J'ai pas votre conception de la laïcité. Du coup, j'ai perdu le fil. Vous disiez que vous étiez à la synagogue hier pour le jour de Kippour. Voilà. Ce que je trouve terrible, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on vient de commémorer le 7 octobre, l'air du temps, il est à dire, au fond, les génocidaires aujourd'hui, c'est Israël. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous avez vu l'organisation japonaise? Je connaissais pas, honnêtement. Les anciens, vous avez pas vu, non? Vous me regardez pas comme ça en fronçant les sourcils. Mais peut-être aucun des deux vous l'avez remarqué. L'organisation, dont j'ai oublié le nom. Vous savez, c'est des gens qui ont été victimes des bombardements à Hiroshima et à Nagasaki. Ils sont très vieux, évidemment, par définition. Vous avez vu leur première réaction quand ils ont reçu le prix Nobel ils vont recevoir le prix Nobel de la paix, il leur a été décerné. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est similaire à ce qui s'est passé, écoutez bien, en 1945 à Hiroshima et à Nagasaki. Est-ce que vous entendez ce que ces gens, que je connais pas, vous avez compris, comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête pour dire ça? En plus, ils savent ce qu'ils ont vécu, si j'ose dire. Vous vous rendez compte? Je vous prends à témoin parce que tu te dis, et c'est à eux qu'on va remettre le prix Nobel de la paix. Mais comment ils peuvent dire ça? Ils ont un combat légitime, qu'on dise qu'il faut plus utiliser l'arme nucléaire. Enfin, personne ici le dirait. Mais comment tu dis ça? Voilà, c'est pour ça que je suis aussi intransigeant, parce que je dis, il y a cette ère du temps, là, vous savez. 10 secondes, et ensuite on doit rendre l'antenne. Sur quoi? Sur un mot de conclusion, à ce que vient de dire Robert Ménard. Non, mais sur ce sujet-là, tout à l'heure, j'utilisais le terme de courage de la nuance. Aujourd'hui, on a des approches très campistes. Voilà. Soit vous êtes un sioniste génocidaire, soit vous êtes un fiefé antisémite, etc. Enfin, si on pouvait
renouer avec cette nuance-là qui est absolument indispensable, ce qui évitera d'importer le conflit ici et d'accentuer les clivages. Et j'en veux à tous ceux à droite ou à gauche qui ont cédé à cette facilité. Cette musique signifie que c'est terminé. En même temps, en temps de guerre, c'est difficile à mettre. Merci Robert Ménard, merci Jérôme Gage d'avoir participé au duel du dimanche. C'est la fin de C'est pas tous les jours dimanche. Vous retrouvez tout de suite Samis Faxi pour le 120 minutes. L'info continue sur BFM TV.